JT du réel s'est abstenu quelques jours, comme il arrive, mais c'est surtout que le réel lui-même a fait une telle irruption fracassante dans le décor de la caverne qu'il suffisait de lui laisser la parole. La parole, les mystificateurs au quotidien n'ont pas cessé pour autant de la confisquer, mais c'était pour étaler leur indécrottable cécité, montrer leur panique et souligner involontairement leur échec retentissant. Quant aux politiques, à l'exception de Madame Le Pen, ils ont commencé à prendre le relais des bavards et menteurs professionnels en balbutiant trois âneries pour tenter misérablement de capter un tout petit peu de vent prélevé sur la bourrasque Trump. Madame Le Pen qui souligne avec habileté et efficacité la légitimité qu'elle est bien seule à pouvoir revendiquer en la matière, c'est indubitable, mais qui néanmoins persiste à euphémiser la dimension cardinale de cet événement, la révolte des peuples d'Occident contre leur liquidation mondialiste. Des peuples, pas des catégories sociales laissées pour compte. Des peuples d'Occident, envahis et méprisés, détruits et abandonnés, pas des peuples du reste du monde. La dédiabolisation a ses limites, tout comme la tactique. Et ces limites sont la prise en compte de ce qui survient, qu'il faut devancer sans hésitation et pas mettre sous le tapis. Le temps est venu de chevaucher le tigre, comme dirait l'autre. Ce que Trump, à sa façon, disons, particulière, a fait contre vents et marées. Il a dépensé 10 fois moins de dollars que Clinton au cours de cette campagne. Il a eu contre lui tous les médias, l'industrie du spectacle, Wall Street et la finance, la Silicon Valley et l'international, les caciques du Parti républicain et les tireurs de ficelles de l'ombre, Obama qui a mis tout son poids dans la balance comme jamais aucun président sortant ne l'avait fait, et pourtant Trump l'a emporté sans discussion possible. Comme l'a dit Michael Moore, cette élection est le plus tonitruant « allez vous faire foutre » de l'histoire. Pour le dire autrement et de façon plus réfléchie, le remplacement, celui du peuple, encore majoritaire sur son sol par des colons et envahisseurs de tous bords, celui de la classe laborieuse au sens large par la transformation numérique de l'activisme humain, et celui du monde vivable et habitable par son ersatz technico-marchand, ce remplacement, R majuscule de rigueur, a subi un spectaculaire camouflet. Sera-ce un coup d'arrêt, au moins provisoire, ou un fiasco et une illusion de plus? On peut craindre ces dernières choses, bien entendu, et la suite le dira. Quoi qu'il en soit, sera-ce une étape dans la montée d'une révolution d'un genre encore jamais vu, qui ne chamboulerait pas simplement l'ordre établi, mais qui, comme le mot veut le dire proprement, renverserait la perspective et remettrait le cours du monde qui va cul par-dessus tête sur ses pieds, qui ne troquerait pas une domination pour une autre, mais qui réinstaurerait un ordre authentiquement humain? Plus les crises se combinent, plus s'accélère le mouvement démentiel de la modernité, plus les choses deviennent complexes, plus cette possibilité existe. Et il dépend de nous, de chacun d'entre nous, et de nous collectivement, dans un collectif à inventer. Il dépendra aussi du kairos, comme disaient les anciens Grecs, de notre aptitude à saisir le moment favorable, l'ouverture fugace d'une fenêtre temporelle. Il en dépendra que cette possibilité trouve les voies de sa réalisation. Marine Le Pen doit remettre à la toute première place la défense identitaire du peuple légitime de notre pays, de sa culture, de sa civilisation, et la défense de la liberté. Subsidiairement, elle devrait défendre celle d'entreprendre en dehors de tout économisme et dans le souci de l'écologie humaine, et cesser d'associer étatisme excessif et nation, protection et assistanat, consommation et bonheur. À défaut, une alternative politique doit émerger, complémentaire et non concurrente, à vocation d'alliance avec le FN. Un enseignement notable tout de même de cette affaire américaine. Internet ne saurait remplacer tout à fait les moyens traditionnels d'une campagne électorale, mais ces canaux ont un impact de plus en plus puissant, que ce soit en réinformation, comme l'on dit, diffusion de contre-argumentation, circulation des affects, etc. La subversion de la dépendance technique par l'expression politique est une bonne indication sur ce que pourrait être la reconquête d'une certaine maîtrise des outils qui sinon nous instrumentalisent de fond en comble. Pour reprendre tout à fait le petit bout de la lorgnette politique dans un cadre franco-français, revenons sur nos pitoyables politiciens. Ne parlons pas de Hollande, qui n'a, hélas, pas raté une nouvelle occasion de nous faire honte, au point que, malgré le peu de temps qui nous sépare de la présidentielle,
il paraîtrait souhaitable de le destituer sans attendre. Parlons plutôt de Sarkozy qui, quelques jours après avoir dit qu'il voterait Clinton s'il était américain, annonce que la victoire de Trump est, je cite, une dénonciation de la pensée unique. La logique élémentaire consiste à tirer de ces deux prémices une conclusion. Sarko est donc du côté de cette pensée unique. Mais Sarko, ne reculant plus devant aucune contorsion, si acrobatique soit-elle, veut en tirer qu'il est, lui, le seul qui combat cette pensée unique. Et il essaie de plaquer sur Juppé l'image d'un Clinton français pour se poser, lui, en Donald Ducru. Las, le créneau est encombré, car Macron aussi pense être le Trump français, celui qu'on n'attend pas et qui gagne contre toute attente. Et ses soutiens essayent, contre toute évidence cette fois, de faire coïncider son image avec celle du vainqueur américain. Ce n'est plus une comédie, c'est une farce. Pendant ce temps, Fillon, infiniment plus raisonnable, gagne rapidement du terrain auprès de la base des militants et sympathisants les Républicains, tandis que Juppé se croit obligé de réagir à l'élection américaine en vrai porte-parole de la gauche bien pensante et bien comme il faut. Le processus délétère de ces primaires pourrait bien réserver quelques surprises. L'onde de choc n'a pas fini de faire sentir ses effets jusque dans notre marigot national. Sinon, tout continue d'aller très bien. Un exemple parmi d'autres ces derniers jours de la vie quotidienne des Français partant de vivre ensemble. La ligne TER entre Vintimille et Grasse, dans les Alpes-Maritimes, est sous protection policière depuis une agression qui s'est produite samedi dernier. Tout s'est passé très vite, en gare de Cannes-Ranguin. Vers 18h30, une douzaine de jeunes s'engouffrent dans une rame, armés de gaz lacrymogène. Les adolescents gazent les passagers, les frappent, puis les insultent, avant de prendre la fuite. Ils courent toujours. De leur côté, policiers, pompiers, personnels de santé continuent leur mouvement et le structurent dans l'indifférence générale. Tant que le feu ne fait que couver, à quoi bon s'en préoccuper? Telle semble être la ligne de nos Shadocks au pouvoir. Gouvernant Shadocks en effet, puisque l'on a appris ces jours-ci que Cazeneuve promettait d'aider les migrants qui reviendraient à Calais. Sic, ce n'est pas une blague. Citons la presse. Une semaine après le démantèlement de la jungle de Calais, Bernard Cazeneuve a promis qu'il continuerait d'aider les migrants qui persistent à vouloir rejoindre l'Angleterre en passant par cette ville. Les 10 000 personnes qui vivaient dans le bidonville ont été évacuées et envoyées dans des centres d'accueil répartis sur le territoire. Pour ceux qui, insatisfaits, feraient le chemin inverse, le ministre de l'Intérieur ne perd pas patience. J'ai pris des engagements vis-à-vis des associations. Des dispositifs de prise en charge des migrants qui reviendraient à Calais devront être activés par l'État, a-t-il dit, devant les forces de l'ordre, et les associations qui ont œuvré lors de l'évacuation. Fin de citation. Toute cette histoire de fou est une énorme pantalonnade qui nous coûte les yeux de la tête, mais tout le monde passe son chemin et veut croire que l'État fonctionne. Enfin ceci. Prétendument malade, on le disait atteint d'un cancer du rein, le djihadiste Oussama Attar avait été libéré de prison en Irak à l'issue d'une grande campagne médiatico-politique qui avait vu tous les beaux esprits et les belles âmes de Belgique se fendre d'une larme ou d'une manifestation en faveur de cette pauvre victime. L'autre jour, le journal L'Écho de Belgique nous a appris que ce charmant garçon, ce gentil islamiste, ce musulman modéré, était le donneur d'ordre des attentats de Paris et Bruxelles, au plus haut niveau de Daesh. Je cite, « Le Belge de 32 ans, Oussama Attar, serait officiellement reconnu comme le cerveau des deux tueries, agissant depuis Raqqa. Il aurait aussi recruté des kamikazes et planifiait une réplique des attentats de Paris au Stade de France pendant l'Euro. » Fin de citation. Mais il est où le problème? La Terre continue de tourner, et demain sera un autre jour, n'est-ce pas? Alors, répétons-le en chœur, tout cela ne peut que très bien se finir.